Donc bienvenue à l'école 42, bienvenue à 42 pour ces journées un peu spéciales et pour ces différentes tables rondes. On va vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? Vaste débat. On a à peu près 1 heure pour parler de ça, donc on aura le temps de rentrer en profondeur dans ces sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Et on a la chance de recevoir cette semaine pour nous parler de l'intelligence artificielle. On va commencer avec Jasmine puisqu'elle est dans l'ordre de mes fiches qui en plus ça nous fait doublement plaisir de la recevoir parce que c'est une ancienne étudiante de l'école 42, tu as passé je crois 2 ans et demi au sein de l'école. Je dis à nos côtés parce que moi aussi je suis resté 3 ans, pas comme étudiant mais je vous ai un petit peu accompagné et je crois que Jasmine, vous avez fondé en 2015 une start-up qui s'appelle Rencast.ai, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Exactement. Et donc c'est une start-up qui est spécialisée dans les technologies de langage basées sur du texte plutôt que la voix. C'est pour faire de vilains chatbots, c'est bien ça? Des vilains, oui. Bon, on aura l'occasion d'en parler. On va en parler tout de suite. Quelle expérience vous gardez de 42, 2 ans et demi, 3 ans après? Ouais, une super bonne expérience. Je suis arrivée à 42 un peu, j'ai pas envie de dire par hasard, mais c'était pas exactement ce que j'envisageais. Si je fais un tout petit récap, j'ai étudié aux Beaux-Arts juste après mon bac, donc pour vous expliquer. Ok, alors 42 est arrivé parce que j'avais envie de changer, ça m'intéressait. L'école venait d'ouvrir, j'ai fait partie de la première promo. Et du coup, j'en garde une expérience incroyable parce que j'ai jamais autant appris, je pense, qu'à 42. Et l'ambiance, tous les gens que j'ai rencontrés, la manière d'apprendre, tout ça, ça a été des trucs super formateurs qui m'ont poussé ensuite, je pense, à créer Recast et qui me poussent encore aujourd'hui dans chaque projet ou chaque nouveau défi. Les choses qu'on a appris à 42, de pouvoir se lancer, d'avoir une facilité d'apprendre les choses, c'est resté et du coup ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mes futurs projets, j'espère. Ouais, et encore une fois, tu l'illustres formidablement bien, pas besoin d'être bon en maths, pas besoin d'être avoir des notions de code pour pouvoir s'inscrire à 42, bien au contraire. Donc n'hésitez pas les filles, c'est le moment. À mes côtés, Samia qui est issue d'Atos, je crois. Vous êtes ingénieur en système d'information, vous avez suivi des études à Rabat au Maroc avant d'intégrer l'école polytechnique, rien que ça, sur un master en conception et management des systèmes d'informatique complexes, aux joies. Voilà, vous êtes passé par les bancs d'Air Liquide également, et puis vous avez rejoint Atos, qui a créé un lab, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est exactement ? En effet, aujourd'hui, je suis chez Atos et je fais partie des équipes du lab d'intelligence artificielle, qui fait partie d'un réseau de 5 labs qui ont été lancés plus ou moins l'été 2018. Donc, on en a un à Londres, 2 en Allemagne, à Francfort et à Munich, 1 à Dallas aux États-Unis, et puis le lab qu'on a ici au siège d'Atos à Besançon. Donc, en gros, c'est un lieu qu'on a créé pour accompagner les clients qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Donc, alors, même si on l'appelle lab, on ne fait pas de R&D, c'est pas la vocation. La vocation, c'est vraiment de faire de la co-création avec nos clients qui viennent nous voir avec une problématique, avec un cas métier, un problème qu'ils ont, mais ils pensent que peut-être l'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies aujourd'hui peuvent les aider à le résoudre et à améliorer un peu leurs opérations. Ils ont aussi des données, ils ne savent pas trop comment aborder ces données, donc c'est dans ce cadre-là qu'ils viennent nous voir. Nous, on est une équipe pluridisciplinaire. On a des compétences métiers, des compétences en informatique, surtout dans tout ce qui est machine learning et technologie d'intelligence artificielle. Donc, on les aide à y voir plus clair et puis à cadrer leur premier projet d'intelligence artificielle pour qu'ils se lancent et que ce soit le noyau d'une grande aventure. Bien. Et dernière intervenante, Claude Tarosier, c'est ça? Térosier, autant pour moi. Vous avez fondé une start-up qui s'appelle Magic Makers. Tout à fait. Et sa spécialité, c'est d'apprendre à coder, tout simplement. Mais aux enfants. Aux enfants. C'est-à-dire que nous, on est avant 42. J'aime bien dire que nous, notre objectif, c'est que les enfants qui sont passés par nos ateliers, en fait, ce soit facile d'intégrer 42. Parce que je pense que, quand même, ça doit être une des écoles les plus difficiles pour rentrer, parce qu'il faut être capable de se débrouiller seul, d'apprendre par soi-même, travailler avec les autres. C'est ça, en fait, qui est évalué
plus que la capacité à coder qui va être acquise pendant la formation. Et ça, c'est des compétences qui ont beaucoup de valeur. Être capable de, face à un problème, de pas paniquer, d'aller chercher la solution, de demander de l'aide, de travailler avec les autres. Ça demande beaucoup de résilience. Ça s'apprend. Et chez Magic Makers, nous, ce qu'on fait, donc on peut penser que c'est juste d'apprendre à coder aux enfants, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend aux enfants à être capables de créer avec la technologie, et ils apprennent à coder comme un moyen pour créer leurs propres jeux vidéo, pour construire des robots qui vont programmer eux-mêmes, pour faire inventer des applications mobiles et les programmer. Donc vraiment pour devenir acteurs du futur. Alors on parle de robots, on va en parler longuement aussi, je crois, avec Benoît Raphaël, qui est un confrère, qui avant d'être un entrepreneur, qui était et qui est toujours un journaliste fondateur du Post.fr ou encore du Lab européen. Beau parcours. Benoît, tu as par la suite créé une start-up qui s'appelle Flint, une plateforme de veille d'information sur l'IA. Et je crois que tu es bien de présenter. Comment tu te présentes d'habitude, hein? Moi, je suis un éleveur d'intelligence artificielle, ou un éleveur de robots. Donc, moi, je code pas, moi, je leur apprends des trucs, parce qu'en fait, les robots sont très cons, en fait, et donc ils sont souvent très mal éduqués, notamment en ce qui concerne l'information. On fait une plateforme de veille d'information qui fait du tri de l'info, et sur les réseaux sociaux, en fait, les robots sont tellement stupides et surtout ne sont pas éduqués, parce que c'est vous qui les éduquez sans le savoir, hein, sur Facebook ou sur YouTube, qu'en fait, à la fin, il faut maintenant des éducateurs spécialisés pour arriver à contrôler les conneries qu'ils font, c'est-à-dire les fake news qui vous renvoient. Et donc, sur Facebook, par exemple, il faut 35 000 humains pour corriger, en fait, les erreurs des robots, pour pas y avoir de fake news ou de photos pédophiles. Et ils n'y arrivent pas. Donc, et sur YouTube, ils y arrivent un peu plus. Ils sont passés de 8% de fausses infos recommandées par les robots à 2% en quelques mois, mais avec des humains. Donc, il faut des humains. Et moi, je fais partie de... Donc, nous, on a créé une école des robots. Donc, c'est comme l'école 42, mais pour les robots. Donc, pour y rentrer, il faut être un petit robot. On les prend à la naissance et on essaie de faire en sorte qu'ils soient moins bêtes. Donc, on les entraîne avec des humains experts pour qu'ils apprennent à mieux trier l'information en allant chercher la qualité, la diversité, mais en évitant les théories du complot, par exemple. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le sujet principal de cette table ronde, à savoir l'intelligence artificielle, mesdames, messieurs, une question qui est plutôt en lien avec l'événement de cette semaine ici à 42 autour des femmes dans la tech. Quel regard vous portez sur ces enjeux-là qui sont bien sûr importants? Quelle expérience, brièvement bien sûr, vous en découlez et quelles solutions vous proposez? On va commencer par l'extrémité là-bas, en face de moi avec Claude peut-être. C'est rigolo parce que moi, quand j'ai fondé Magic Maker, c'était en 2014. Mon objectif, c'était de dire la technologie, c'est pas si compliqué si on apprend correctement. Par contre, comme il y a très peu de gens qui apprennent et très tard, en fait, on a très peu de gens qui comprennent ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je me suis dit, il faut vraiment rendre ça accessible aux enfants. C'est plus facile d'apprendre quand on est enfant que plus tard. Et donc, pour moi, le truc, il était pour tous. C'était vraiment de se dire, tous les citoyens, ils doivent comprendre l'informatique et pour comprendre, il faut en faire un peu. Comme ça, on n'a pas peur. Et progressivement, je me suis rendu compte que dans nos ateliers, donc qui s'adressent aujourd'hui aux enfants du primaire, collège, lycée, on n'a pas beaucoup de filles. Alors que nous, c'est vraiment pensé pour créer des trucs ludiques. C'est pas des cours d'informatique. Ils vont vraiment créer une fille, elle peut venir chez nous et puis créer un projet qui lui ressemble et qui parle de ses intérêts. Et d'ailleurs, les filles, quand elles viennent dans nos ateliers, elles adorent. Mais par contre, j'ai constaté que j'avais 20-30% de filles seulement parce que spontanément, les parents vont inscrire plutôt leurs garçons que leurs filles. Mais en vrai, moi-même, j'ai un peu fait ça. Quand j'ai un garçon et une fille, et quand les enfants étaient petits, j'avais acheté des Legos pour mon fils et des poupées pour ma fille. C'est un peu pareil. J'ai constaté qu'on a cette espèce de biais complètement inconscient qu'on est en train de propager. Et donc, ces 20% de filles que j'ai dans mes ateliers, ça correspond à peu près aux 20% de femmes qu'on a dans les métiers du numérique. C'est encore pire dans les études scientifiques. Je crois qu'on est à 10% de filles dans les études scientifiques. Et alors quel est le problème ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Le problème, en fait, c'est que l'informatique et la technologie, c'est en train de complètement façonner nos vies. Et que si ces métiers-là et ces solutions-là, elles ne sont pensées que par des hommes, on aura des solutions qui vont qui vont couvrir que la moitié des problèmes, en fait. Sans compter les impacts économiques, de richesse et de pouvoir qui vont avec, donc de laisser les femmes en dehors, finalement, de ces lieux de pouvoir et d'enrichissement. Concrètement, on a quelque chose de sociétalement inégalitaire avec un très très fort impact. Donc, important pour moi de s'assurer de faire tout pour démythifier ce sujet de la tech et que les femmes s'en emparent comme les hommes. Et surtout, ne le laissent pas aux hommes. Très bien. Jasmine, c'est le même constat que vous avez fait et c'est un même constat qu'on peut faire aujourd'hui au sein de SAP, par exemple? C'est le même constat, en tout cas, dans un milieu tech et encore plus, je pense, intelligence artificielle, plus...
première année à 42, et je sais pas les chiffres aujourd'hui, mais je pense qu'on devait être pas loin de 10% de nanas dans la première promo. Aujourd'hui, dans mon équipe, donc dans le pôle innovation, technologie, intelligence artificielle, dans l'équipe, on doit être pas loin de 20% aussi de nanas, tout confondu. Donc en effet, c'est exactement le même constat. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a un vrai, en effet, c'est une espèce de barrière à l'entrée qui est dans nos manières de voir les choses ou qui sont pas des choses forcément conscientes, mais pour moi c'est vraiment une barrière à l'entrée parce que je me rappelle très bien à 42 et même aujourd'hui, j'ai jamais, moi en tant que femme, vécu quoi que ce soit de bloquant ou d'horrible ou de je me suis jamais sentie pas bien ou je me suis jamais sentie rejetée ou pas acceptée ou peu importe. Mais j'imagine qu'en effet le problème se situe en amont, quoi, la barrière, et se dire moi aussi je peux y aller en fait. Mais pas parce qu'il y a que des mecs dans cette école que je vois pas pourquoi je pourrais pas y aller. Ce genre de choses là, et parce qu'une fois que tu y es, c'est génial. J'ai vécu ma scolarité super bien, et là aussi je suis entourée majoritairement de mecs autour de moi toute la journée, et on s'entend très bien et on bosse ensemble super bien, et c'est ouais. Il y a encore des progrès à faire en tout cas. C'est sûr. Voilà. Benoît, c'est important aussi d'avoir la vision d'un garçon concernant ce sujet-là. Quelle est ta vision tout simplement de la présence des femmes dans la tech ? Je dis ça qu'il faudrait on a essayé la domination et le pouvoir par les mecs. On a vu ce que ça a donné. On pourrait éventuellement changer tout d'un coup, puis toutes les boîtes, les gouvernements, un peu comme en Finlande d'ailleurs, comme en Finlande, un gouvernement uniquement composé de femmes. Je pense qu'on devrait juste essayer pendant 10 ans, peut-être pour voir ce que ça donnerait. On n'imagine pas à quel point, en fait, l'ordinateur individuel a bouleversé cette culture, en fait. Parce qu'avant les années 70, il y avait beaucoup plus de femmes, notamment dans la tech, dans les mathématiques. Donc, c'est pas un truc de mec, en fait. Mais dans les années 70, c'est arrivé l'ordinateur individuel. Et comme tu donnes à tes enfants des Lego ou les poupées, l'ordinateur individuel, parce qu'il y avait des jeux vidéo, on a donné ça, en fait, aux garçons. Et on a créé toute une culture, toute une génération de garçons, donc, et la tech a été façonnée, tout l'univers de la tech, tout son imaginaire aussi des geeks, etc. a été façonné. Donc je pense qu'on n'imagine pas le mal entre guillemets que ça a fait, et on voit aussi bien l'enjeu qu'il y a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, puisqu'on est en train de recréer une nouvelle vague, et dans cette vague il y a très peu de femmes. On dit 30%, 15%, mais en fait quand on regarde vraiment les métiers de la tech, c'est quasiment 5% et ça baisse de plus en plus. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Quand on sait, surtout, je parlais de l'entraînement des robots, quand on entraîne des robots avec l'intelligence artificielle, on les entraîne avec des données. Ces données viennent souvent des gens qui sont derrière leurs ordinateurs, donc ce sont plutôt des hommes et plutôt des blancs en général. On a de très mauvaises données sur toutes les personnes de couleur, pas de très bonnes données non plus sur les femmes. Et le meilleur exemple, c'était montré par des chercheurs sur le site ImageNet qui est beaucoup utilisé pour entraîner les intelligences artificielles sur les images, parce que c'est gratuit, donc tout le monde l'utilise. Même IBM, Watson l'utilise. Ils n'ont pas leurs propres données. Et bien quand vous demandez au robot, quand vous lui montrez une photo d'un homme avec une blouse blanche, il vous dit c'est un médecin. Et quand vous lui montrez une photo d'une femme en blouse blanche, il vous dit c'est une infirmière. Et oui. Qui explique, on verra tout à l'heure lors des questions sur l'intelligence artificielle, que par moment, justement, les robots ont des réactions un peu conditionnées là-dessus et peuvent pas être un peu borderline, c'est le moins qu'on puisse dire. Samia, vous avez un parcours aussi intéressant. Vous avez traversé, entre autres, la Méditerranée, donc vous avez différentes cultures. Comment ça se passe, justement, quand vous faisiez vos études du côté du Maroc et la présence de la femme dans la tech ? Alors, pour moi, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu au Maroc, c'est un peu plus différent, et je dirais les stats sont un peu mieux que ce que j'ai pu constater en France. Donc, moi, j'ai fait mes études d'ingénieur entre 2007 et 2010 dans une école d'ingénieurs avec plein de filiales et qui était aussi paramilitaire. On était quand même 25% de femmes, ce qui est un pourcentage assez haut dans ce type d'école. Et on voyait que lorsqu'on arrivait dans la partie dans toutes les filières informatiques, mathématiques, etc., le pourcentage était encore plus haut. Moi, j'étais en génie informatique. Je crois qu'on approchait les 40% de femmes dans ma promo. Je ne saurais pas l'expliquer. Après, moi, j'ai une autre casquette parce que je fais partie d'une organisation qui s'appelle Arab Women in Computing. C'est une organisation qui vise à un peu apporter du soutien, encourager les femmes arabes dans tous les métiers de la technologie et de l'informatique. L'année dernière, on avait une grande conférence à Rabat qui a rassemblé, je crois, plus de 6000 personnes.
et le nombre de femmes que j'ai pu voir pendant les 3 jours de la conférence, avec tout ce qu'elles font dans les 4 coins du monde, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais au moins au Maghreb, un peu dans le monde arabe, les filles ont un peu plus de courage. Mais je pense aussi parce que pour faire de l'ingénierie, il est plus facile d'aller vers la technologie que d'aller vers des métiers comme le génie civil ou le génie industriel, où il faut vraiment être sur le terrain, être au contact avec des hommes tous les jours. C'est des trucs très fatigants, etc. Donc, on pourrait peut-être penser que c'est plus facile pour être ingénieur de faire de l'informatique aussi, parce que c'est plus simple. C'est intéressant de voir qu'en matière d'idées reçues, Après, dans les autres métiers de l'ingénierie, ça ne change pas. J'ai passé 4 ans chez Air Liquide. Quand on faisait des réunions, j'étais la seule femme entourée de 10 à 15 hommes souvent en réunion. Donc ça ne change pas grand-chose. Alors, parlons d'intelligence artificielle. Tout le monde annonce une révolution qui va vraiment profondément changer nos vies dans le futur. Êtes-vous d'accord avec cette vision ou au contraire, ne pensez-vous pas qu'on a tendance à en faire un peu trop, autour de l'intelligence artificielle, à promettre un peu trop et puis finalement ça crée la déception? Allez, je me tourne vers mon confrère journaliste Benoît. Il y a beaucoup de fantasmes. En fait, c'est un petit peu comme tous les sujets. C'est comme l'affaire Polanski ou tout ça. En fait, on parle beaucoup. En fait, on confond parfois les opinions avec les faits. Et on parle d'intelligence artificielle sans trop savoir ce que c'est. Donc on n'a pas vraiment regardé souvent d'ailleurs on parle d'intelligence artificielle quand on parle d'algorithmes. Il y a beaucoup d'algorithmes, il y en a depuis très longtemps. L'intelligence artificielle, on en parle depuis très longtemps aussi. Les technologies sont les mêmes depuis quasiment 50 ans. Ce qui a changé, c'est la puissance, notamment des machines, qui permet d'entraîner justement les robots avec beaucoup de données et la présence de données. Donc très souvent on en parle alors qu'on parle d'algorithmes qui existent déjà depuis pas mal de temps et on en parle souvent avec ce fantasme en fait de l'intelligence artificielle qui en fait pour l'instant n'est pas intelligente. Et quand on pense intelligence, on pense ce qu'on appelle l'intelligence générale, l'intelligence artificielle forte qui n'existe pas, qui n'est pas non plus pas faire de prédictions scientifiques là-dessus, sur le fait que ça existera un jour. D'abord, il faudrait comprendre comment fonctionne exactement le cerveau. Et donc, tout ce mélange de fantasmes-là, en fait, et puis cette fascination pour la tech et la fascination aussi pour beaucoup de chefs d'entreprise qui comprennent pas bien ce que c'est, mais qui voient surtout que ça permet peut-être d'économiser des emplois ou d'améliorer la productivité. Au lieu de penser valeur, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut créer? Je crois que le travail qui est fait par Magic Makers extraordinaire, parce qu'on travaille surtout la créativité. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces machines-là. Donc on en rajoute un peu dans le mauvais sens, un peu dans la peur. Et le meilleur moyen, je trouve, de bien comprendre en fait ce que pourrait être l'intelligence artificielle dans le futur, comment il peut s'insérer dans nos sociétés, c'est d'aller au Japon. Moi, j'y ai passé quelques semaines à rencontrer différents acteurs là-bas. Et le Japon, en fait, c'est un petit peu le laboratoire du futur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il leur arrive en ce moment des trucs qui vont nous arriver nous, c'est-à-dire que population vieillissante, beaucoup de cataclysmes, des systèmes urbains extrêmement complexes. Et là, pour eux, l'intelligence artificielle, c'est pas une menace, c'est absolument indispensable. D'abord pour les vieux, pour les accompagner, parce que les vieux, quand ils conduisent des voitures, en fait, au Japon, 75% des accidents sont faits par les vieux, parce qu'ils conduisent moins bien, donc c'est un peu mieux d'être aidé par des robots. Il y a moins d'emplois, donc c'est difficile de trouver des petites mains pour faire un certain nombre de choses qu'on peut automatiser, donc ils ont besoin des robots. Il y a plein de territoires qui sont inoccupés, donc ils ont besoin de drones intelligents pour pouvoir aussi aller livrer des personnes qui n'ont plus de magasins. Et dans la ville, la gestion devient extrêmement importante. Donc, on voit bien à quel point la technologie et l'intelligence artificielle n'est pas du tout un fantasme chez eux, même s'il y a tout un imaginaire autour du robot chez les Japonais, mais qui est assez différent du nôtre, qui montre bien quelle utilisation on peut en faire. Et je pense qu'il faut arrêter de fantasmer là-dessus. Il faut surtout penser à l'application concrète et bien comprendre que l'important, c'est l'application concrète et la maîtrise de ces technologies-là et pas pas non plus faire n'importe quoi et les laisser complètement autonomes par rapport à ça. Samia, vous êtes d'accord avec Benoît lorsqu'il dit que l'intelligence artificielle, le robot est bête? Je suis plus ou moins d'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle généralisée ou forte, ça n'existe pas encore. Il y a énormément de travaux qui sont lancés, mais comme disait Benoît, on peut pas prédire si un jour on va y arriver. Aujourd'hui, surtout dans l'intelligence artificielle sous la forme que l'on connaît le plus, c'est alimenté par des données que c'est l'homme qui viendra labelliser. Et donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, une des définitions que je rencontre le plus, c'est qu'elle ne fait que mimer le fonctionnement du cerveau humain.
On n'est pas encore... Pourquoi est-ce qu'elle apparaît comme intelligente ou supérieure? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une telle force, une telle puissance de calcul et une telle capacité à traiter un nombre d'informations en même temps qui est tellement supérieure au cerveau humain qu'elle peut donner des résultats, qu'elle peut voir des choses qu'aujourd'hui l'homme ne peut pas voir. Mais pour arriver à ce résultat, il y a énormément de travail fait avant par l'homme. On dit qu'un bébé, pour qu'il puisse reconnaître un chat, par exemple, il suffit de lui montrer 2 ou 3 photos de chat. Il voit un chat, il le reconnaît. Pour que la machine puisse reconnaître une image de chat, il faut l'entraîner sur des milliers et des milliers de photos différentes, de différentes races, de différentes luminosités, différentes situations pour qu'elle soit capable d'identifier correctement un chat lorsqu'elle le voit. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas tellement intelligente, mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on promet beaucoup, il faut juste savoir exactement la promesse qu'on donne. Il ne faut pas promettre trop, il faut être très, très rationnel de ce qu'on dit. Et parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une réalité. Elle a fait ses preuves, que ce soit dans la vie de tous les jours. En fait, on la voit, même sans en être conscient, lorsqu'on est sur Amazon ou sur Netflix, lorsqu'ils nous proposent qu'on doit acheter après ou quel film regarder après, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. Aujourd'hui, Siri ou Google Home, etc., tout ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. Donc on la voit, maintenant c'est les entreprises, c'est à plus grande échelle qui commencent à s'intéresser à ça et comment est-ce que ça peut les aider vraiment à apporter un peu plus de valeur dans leurs opérations ou dans la consommation énergétique, etc. etc. Jasmine, dans l'inconscient collectif, ou du moins pour le grand public, l'intelligence artificielle c'est avant tout les assistants vocaux. On sait qu'il y a eu beaucoup de promesses dans ce domaine également et que souvent on est un petit peu déçu par le nombre de réponses, surtout en français, que nous propose Siri notamment. Est-ce que vous ne pensez pas exactement que ça peut être aussi un exemple de déception, de déceptif qui pourrait être tiré de l'intelligence artificielle, un exemple concret et qu'il faut y aller progressivement, qu'on est loin d'avoir l'assistant vocal d'Iron Man qui nous parle dans la tête. C'est sûr, on en est loin, bien loin. Et justement, je reprends ce que vous disiez, il y a tout un fantasme et un imaginaire qui se crée autour de l'intelligence artificielle où on se dit que oui, dans 10 ans, on va avoir, ou dans 5 ans, on va avoir, comment il s'appelle, Jarvis. Qui va pouvoir interagir avec nous dans notre cuisine, partout chez nous, dans notre maison. Bon, non, on n'en est pas là parce que justement, on construit aujourd'hui, typiquement dans des assistants vocaux ou chat, texte, des choses très précises qui vont régler certains problèmes pour un use case précis. Et ça va être très pertinent et très bien marcher pour une chose. On en est là aujourd'hui, en fait. On est capable de, en effet, créer des algos qui vont apprendre sur certaines données pour résoudre un certain problème. Point. Et c'est déjà vachement bien, faut se dire, parce qu'en effet, ça nous aide tous les jours aujourd'hui. On s'en rend pas tant compte que ça, je pense. Mais notre vie aujourd'hui, il y a plein de tout petits bouts de plein de produits qui sont avec derrière des algos de machine learning et ça marche plutôt bien. Mais on est loin d'un truc global qui répond à tout, qui comprend tout et on en est loin quoi. On est loin encore. Claude, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez oui, on est en retard, mais on va y arriver. C'est vraiment ce que vous pensez que tous ces dessins de science-fiction et au-delà, toutes ces promesses que nous font les géants de la tech, on pense à Elon Musk avec la voiture autonome niveau 5, où on n'aurait rien à faire, qui devrait arriver d'ici 2 ans, et ça fait 10 ans qu'il nous dit tous les 2 ans. Quelle est votre opinion par rapport à ça? En fait, mon opinion, c'est qu'il va se passer des choses extraordinaires. Parce que c'est une technologie qui est assez puissante. Et que effectivement aujourd'hui on n'y est pas, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais que quand l'homme a une technologie puissante qui marche, il va tester et faire plein de choses. Et donc je sais pas ce qui va arriver et quand, mais je suis assez convaincue qu'il faut se pencher sur cette technologie, il faut la comprendre, il faut se l'approprier, il faut décider nous-mêmes ce qu'on veut faire avec ou pas, parce qu'il va se passer des choses dans les années qui viennent, c'est certain. Pour être un peu plus concrète, en fait, ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de machine learning, il faut quand même avoir conscience de ce qui se passe derrière. L'informatique, au début, c'est je fais faire quelque chose à une machine à ma place. Donc je sais exactement ce que je veux qu'elle fasse. Le code, le textuel, ce qu'on appelle les langages impératifs, c'est je vais faire une ligne de code après ligne de code, et donc je dois, moi, dans mon cerveau, savoir exactement ce qui va se passer pour le transcrire dans mon code informatique pour que l'ordinateur le réplique ou le robot ou ce qu'on veut. Et ce qui change avec le machine learning, c'est qu'on est en train d'inventer une nouvelle façon de concevoir des programmes où j'ai plus besoin de connaître tout ce qui va se présenter à mon programme pour lui dire à l'avance comment il doit réagir, mais je vais lui apprendre
il va s'auto-reconfigurer en fait. C'est des logiciels qui vont s'auto-reconfigurer pour être capables, derrière, quand je leur donne plein d'images, de reconnaître, de s'entraîner à reconnaître une image, de s'entraîner à reconnaître du texte, demain de reconnaître des émotions. Enfin, et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment fascinant, parce que ça ouvre un nouveau champ d'application qu'on constate déjà aujourd'hui avec la reconnaissance d'images qui fonctionne très très bien, la reconnaissance vocale. Donc on constate déjà des applications. D'ailleurs, comme le disait très bien Jasmine, en vrai on le constate même pas parce qu'on se rend même pas compte. Mais ça ouvre en fait un champ des possibles assez phénoménal, et il y a quand même plein de gens très intelligents qui bossent tous les jours à essayer de voir comment cette nouvelle façon de programmer, cette nouvelle façon de résoudre des problèmes, à quoi on peut l'appliquer pour résoudre des problèmes qu'on savait pas résoudre avant. Et donc franchement, je ne sais pas ce qui nous attend dans les 5, 10, 20, 30 années qui viennent, mais s'il continue à avoir de l'électricité, si on continue à avoir beaucoup de puissance, non mais c'est le sujet. L'enjeu, hein, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc si on continue à avoir un accès intense à de l'énergie, à des réseaux interconnectés et avoir beaucoup de gens qui travaillent dessus, il va se passer des choses. Moi, j'aime beaucoup ce que vous disiez sur la fiction. Quand j'ai lu un roman de science-fiction il y a de ça, je pense 15-20 ans, qui s'appelle Hyperion, donc certains connaissent, certains ne connaissent pas, et dans Hyperion, il parle d'un objet qu'ils appellent le comlog, qu'ils ne décrivent jamais, et tout le monde est tout le temps connecté sur son comlog. À un moment, ils sont à table, et il y a quelqu'un qui parle, et il cherche sur son comlog pour savoir qui c'est. Et quand j'ai lu ce livre, donc je sais pas, au début des années 2000, c'était de la fiction totale. Aujourd'hui, on a tous notre comlog, et quand quelqu'un parle de quelque chose à table, on va chercher ce que c'est et on retrouve l'info tout de suite. Et ça m'a fasciné à quel point, parfois, la science-fiction, c'est l'homme qui rêve de choses, et après, il y a des gens que ça fait rêver et qui vont trouver des solutions pour le faire arriver. Voilà, donc je n'ai pas de... Non, j'attends. Il va se passer des choses, ça va arriver. Du coup, le message, et je rejoins sur le message de Benoît, c'est le message le plus important, c'est du coup, il faut pas avoir peur, enfin on peut avoir peur de ce qui se passera, mais plutôt que d'avoir peur, il vaut mieux chercher à comprendre, il vaut mieux être capable de décider quelles utilisations on veut pour ces logiciels-là, parce que ça peut être aussi des logiciels de surveillance de masse, comme en Chine, de contrôle des masses, en fait. Quand vous parlez de science-fiction, il y a le côté obscur de la science-fiction, sans jeu de mots, et ça peut faire peur, le côté côté obscur existe déjà. Oui, il existe déjà aujourd'hui. Pas de nom. On regarde pour nous. Benoît, justement, ce côté obscur, est-ce qu'il faut avoir peur, justement, d'un mauvais usage, et qu'à terme, l'intelligence artificielle supplante l'homme, concrètement? Hyperion, c'est écrit au début des années 80, en fait, donc avant qu'Internet existe. Ah, c'est ça, je me souvenais même pas. Donc, du coup, c'est vraiment c'est un roman qui est fascinant par rapport à ça. En plus, c'est un roman qui est très poétique. Et en fait, il faut lire aussi La chute d'Hyperion, parce qu'en fait, effectivement, le comlog, donc une sorte d'internet, en fait, où tout le monde est connecté. À la fin, je vous raconte pas la fin, mais globalement, le comlog est détruit. Et ça entraîne la fin de la civilisation. Donc, en fait, si on détruit Internet, du coup, on n'est plus connectés les uns avec les autres. Mais on sait pas, c'est peut-être pas si négatif que ça, en fait, parce que du coup, ça permet d'éviter des guerres. Bon, si je me souviens bien, mais il faudrait que je relise, que je relise tout ça. Il y a une vraie question sur, justement, on peut aller très très loin, et en fait, les univers les possibilités sont infinies avec le machine learning. Mais il y a beaucoup de débats maintenant là-dessus. Est-ce que cette technologie-là nous permet d'aller aussi loin que ça? Parce qu'en fait, quand on regarde la façon dont ça fonctionne, globalement, c'est un peu, je comprends pas pourquoi ça marche, je comprends rien au problème, mais par contre, ça marche. On est assez proche de la statistique. C'est-à-dire qu'en gros, on sait qu'on va avoir un résultat, par exemple, trouver une cellule cancéreuse sur un scanner à 96%, alors que le médecin va peut-être y arriver à 80%. Donc, on est vraiment presque dans la statistique, sans comprendre vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que le robot lui-même n'a pas de concept. Pourquoi est-ce qu'un enfant comprend facilement ce qu'est un chien et un chat? Pourquoi un enfant arrive facilement à comprendre, même un chat, qu'il faut tourner la poignée pour ouvrir la porte? Le robot, lui, il va tenter 1 million de fois plein de trucs jusqu'au moment où il va tourner la poignée, il va comprendre. Donc c'est fascinant parce qu'il le fait super vite. Donc du coup, plus il va vite, plus c'est effrayant parce qu'on se rend compte qu'il nous dépasse, mais il ne comprend toujours pas ce qui se passe. Donc il y a des vraies réflexions sur est-ce qu'il ne faut pas changer en fait de technologie, est-ce qu'il ne faut pas changer d'approche. Il y a plein de choses que tu connais beaucoup mieux que moi on se pose d'ailleurs la question de combiner aussi différentes approches pour arriver à quelque chose de plus proche de l'intelligence. Samia, il y a un bouquin moi j'aime beaucoup, et une personne que j'aime beaucoup, il s'appelle Luc Julia, qui est entre autres le papa français de Siri, on le sait peu, un assistant vocal d'Apple, et qui a écrit un bouquin l'année dernière qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas, un peu provocateur, bien sûr, c'est son personnage. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? On parlait tout à l'heure de tant qu'il y aura l'électricité, pour que ces scénarios de science-fiction puissent arriver, il faut derrière une puissance de calcul et une consommation énergétique
formidable, considérable. Et c'est ça aujourd'hui qui limite, je dirais aussi, le champ du possible. Le livre que j'ai lu il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est très provocateur. Alors Luc Julia, il est mieux l'appeler intelligence augmentée, oui. Justement parce qu'il dit il n'y a rien d'artificiel dedans. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est apprendre. C'est l'homme qui est en train de paramétrer, c'est l'homme qui est en train d'apprendre à ses algos. Mais de là à vraiment avoir peur, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est nous qui apprenons à ces machines. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'homme qui a la main derrière. Après, pour ces questions, je suis très d'accord avec. Il y a beaucoup de programmes, on dit ça marche, mais on ne sait pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas d'ailleurs. Il y a des disciplines. En fait, aujourd'hui, on fait de plus en plus d'efforts pour aussi combler à ça. Aujourd'hui, il y a une discipline qui est en forte évolution qui s'appelle l'IA explicable. Aujourd'hui, c'est tout un domaine de recherche où il est question de faire en sorte de comprendre exactement ce qui se passe derrière un algorithme d'IA. C'est très important dans des contextes, par exemple, dans un contexte bancaire ou d'assurance, où on va se baser sur un algorithme ou sur une techno d'IA pour analyser des demandes de prêt, par exemple. Si jamais un prêt est refusé, une banque est dans l'obligation de pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'elle a refusé le prêt à telle personne. Et si c'est derrière une IA qu'on ne peut pas comprendre, c'est problématique. Et c'est de là où est née toute cette partie d'IA explicable et des travaux qui sont menés dessus. Il y a aujourd'hui aussi beaucoup de débats sur l'éthique par rapport à l'IA. Surtout, je n'ai plus les dates en tête, mais il y avait ce robot sur Twitter qui était devenu complètement raciste. Voilà. Et voilà, TAY. Ouais, voilà, exactement. Et là, pareil, la question, c'est qui est-ce qui a été derrière ce code, comment est-ce qu'il a été codé, comment est-ce qu'il a été paramétré, et aussi comment est-ce qu'il a été testé. Je pense qu'aujourd'hui, si on maîtrise les enjeux, si on maîtrise ce qu'on veut faire, l'attente, qu'on fasse les tests nécessaires et qu'on laisse quand même, pour des produits qui sont pour des entreprises ou pour des industries, etc., qu'on fasse les tests nécessaires, et pour les produits qui sont vers le grand public, qu'on laisse quand même une marge à l'homme de pouvoir décider ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, on est capable de contrer beaucoup de ces effets secondaires de l'IA qui génèrent la peur aujourd'hui. Mais sinon, ce n'est qu'une technologie, comme toutes les autres technologies qui ont révolutionné un peu l'homme depuis plusieurs années. Et l'IA existe depuis les années 50. On en parle aujourd'hui beaucoup, c'est uniquement parce qu'on a enfin atteint le niveau où on peut vraiment explorer son potentiel avec la force de calcul, les datas dont on dispose et les algorithmes qui sont en train d'être développés. Ouais, tu parlais, Samia, de l'algorithme de Microsoft. Donc, on en parlait également avec Benoît l'autre jour lorsqu'on préparait cette table ronde. Tu as une explication très concrète de la manière dont il est parti en vrille. Pour le coup, c'est même pas les codeurs quelque part. C'est plutôt les humains qui étaient sur Twitter. Pour la petite histoire, nous avec Flint, en fait, pour faire apprendre à nos robots la culture générale, on les a aussi envoyés sur Twitter pendant un mois en non supervisé. Mais par contre, on était dans un environnement sécurisé puisqu'on s'était limité à 30 000 profils en fait, donc pour leur permettre d'apprendre. Que l'algorithme de Microsoft a commencé à insulter, s'est montré raciste. Voilà. Ça, donc en gros, il est arrivé pour discuter avec les gens, donc échanger. Encore une fois, la discussion dans les chatbots, ce n'est que de l'illusion. On est vraiment sur un jeu d'illusion, de scénario, pour faire croire que le robot est intelligent, mais toute la ruse, c'est de travailler sur des ruses qui permettent de laisser entendre qu'il y a une conversation. En fait, le test de Turing, en fait, c'est exactement ça. C'est une histoire d'illusion. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce sont des groupes plutôt de geeks, plutôt adeptes de jeux vidéo, donc issus d'un forum qui s'appelle 4chan, qui se sont amusés à essayer de la rendre raciste. Donc, ils ont beaucoup interagi. Comme ils sont très nombreux, ils ont agi un peu en masse. Ce qui veut dire aussi que sur Internet, les robots sont très facilement manipulables. Il y a des gens qui savent très bien manipuler les robots. C'est aussi de ça dont il faut se méfier. Faut pas tant avoir peur de Facebook ou de Twitter que des groupuscules ou certains hackers qui sont capables en fait de les manipuler. Et donc à la fin, le robot effectivement va finir par estimer que les Noirs étaient super dangereux. Je crois que Hitler était un mec super sympa. Oui. Donc forcément, Microsoft s'est empressé de retirer la fonction. Jasmine, l'autre crainte dans l'imaginaire collectif au sujet de l'intelligence artificielle, c'est souvent lié au fait, l'impact sur l'emploi en général, au sens qu'elle devrait, cette IA, être un facteur de disparition de nombreux métiers. Quelle est votre opinion à ce sujet? Rassurez-nous, s'il vous plaît, un petit peu, pour l'avenir.
Oui, je pense, en fait, comme n'importe quelle innovation ou nouvelle technologie ou nouvel usage, ça change la face de la manière dont on vit et donc nos jobs. Enfin, on n'a pas les jobs aujourd'hui qu'on avait il y a 20 ans ou qu'on avait il y a 50 ans. Enfin, tout ça, ça évolue constamment. Faut pas croire que concrètement, en fait, le job pour lequel peut-être aujourd'hui on étudie, ce sera celui pour lequel on postulera dans 50 ans. Ça, j'y crois pas du tout, quoi, surtout aujourd'hui. Donc oui, je pense que l'IA va, en effet, il y a des jobs qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont être créés. Comme on disait tout à l'heure, je pense que des jobs peut-être, par exemple, aujourd'hui qui apportent à l'humain peu de valeur créative et intellectuelle, oui, vont tendre à disparaître, je pense, et je pense que ce sera le cas d'une manière ou d'une autre. Mais par contre, par exemple, on parlait d'éleveurs de robots, je pense qu'il y a plein de jobs qui sont en train d'apparaître, qui vont être justement derrière ce côté, comment est-ce qu'on va faire en sorte que les données, par exemple, d'entraînement qu'on va donner à certains algos soient les bonnes, comment on va réguler ces choses-là, tout ça, ça fait des trucs qui vont se créer demain, c'est sûr. Donc, il va y avoir des changements. Pour moi, c'est inévitable. Il faut, par contre, accompagner ça bien et faire une bonne et amener ces choses-là bien, quoi. Mais oui, c'est inévitable. Claude, l'IA va impacter l'emploi sur le long terme ? Je pense que je souscris parfaitement à la réponse de Jasmine. Oui, ça va impacter l'emploi. Enfin, ce serait mentir que de dire le contraire. Après, la question, c'est comment ? Et la vraie question, après, derrière, on rentre tout de suite dans la peur. Hein, je vais pas avoir de job, comment je vais faire pour m'adapter, etc. La réalité, c'est qu'on vit dans un monde déjà qui change très très vite. Je pense qu'on vit tous les jours. Voilà, la question que j'aime bien poser, c'est il y a combien d'applications sur votre téléphone que vous utilisez aujourd'hui que vous n'utilisiez pas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans. Enfin, en vrai, même notre façon de travailler, elle change quand même très rapidement, même dans les grandes entreprises, enfin même dans les contextes qui sont même au gouvernement. Enfin, on est dans un monde qui de toute façon est assez instable en ce moment. Et oui, l'IA, forcément, comme toute technologie, va faire muter la façon dont on produit les choses, la façon dont on résout les problèmes, et donc ça va faire muter les jobs autour pour produire, pour vivre, pour travailler ensemble, etc. Ouais. Après, prédire comment, ça je ne saurais pas vous dire. Est-ce que ce sera mieux ou est-ce que ce sera moins bien ? Ça, j'avoue, moi, je sais pas faire. Benoît, tout dépend de la manière dont on regarde et dont on parle de l'IA. Si on regarde ça sous l'angle de la réduction des coûts et de la création de valeur, c'est pas la même chose en matière d'impact sur l'emploi. Hein. Ouais, puis alors juste pour répondre, le monde va très vite et on change de vie très vite. Mais enfin, pour l'instant, sur l'égalité homme-femme, ça n'a pas super bougé. J'ai l'impression depuis des années, ça reste vachement stable, quoi. Bizarrement. Mais c'était quoi la question ? La question, c'est il y a toute la manière dont on regarde l'IA sous un angle, comme le disait tout à l'heure Claude, de réduction, ou Jasmine, de réduction des coûts, ou un angle, toujours ce que disait Jasmine, sur l'angle de la création de valeur ajoutée. Oui, parce que c'est la vraie question. C'est pour l'instant, tant qu'en fait les dirigeants d'entreprises auront une mauvaise connaissance de l'intelligence artificielle, comme en plus on est en période de crise, on se dit ça permet de remplacer, donc d'automatiser énormément de choses, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement. Ça sert à rien d'automatiser, ça sert à rien de continuer à faire des choses qui sont quasiment automatiques, où on travaille un peu comme des robots. D'ailleurs, si on a peur, souvent IA et automatisation, c'est ça en fait. L'IA, c'est l'automatisation en fait. Hein. Oui. C'est l'automatisation d'une expertise, l'automatisation d'un savoir-faire. Mais ce n'est que ça en fait, simplement. Donc simplement, l'IA permet maintenant, grâce à l'apprentissage automatique et le fait qu'on ait plus de données, permet effectivement aux robots nous permet d'automatiser des tâches plus complexes qui relèveraient plutôt de l'analyse. Donc il nous reste plutôt, donc tout ce qui n'est pas automatisable en fait reste à l'humain. Donc normalement, c'est d'abord qu'est-ce que je peux inventer avec l'intelligence artificielle, quels sont les nouveaux métiers que je peux inventer. En ce qui concerne les journalistes, par exemple, il y a un certain nombre de tâches automatiques que faisaient les journalistes, les élections, les comptes rendus de matchs, etc. Donc des choses qui peuvent aujourd'hui être automatisables par l'écrit. Par contre, quand on voit ce qu'a fait le New York Times en utilisant notamment des logiciels et du machine learning pour récupérer toutes les données qu'on pouvait avoir sur Internet, des données qu'ils ont récupérées aussi auprès de l'armée russe, pour essayer de savoir si en fait l'armée russe avait bien bombardé des cibles civiles en Syrie. Personne ne pouvait le savoir parce que personne n'était sur place. Et grâce à la technologie, ils ont inventé une nouvelle façon de faire du journalisme qui, en plus, était pédagogique parce qu'ils expliquaient comment ils avaient fait. Donc on voit bien, et là, du coup, ils créent énormément de valeur. Ils créent une nouvelle façon de faire un métier. Et là, les outils sont une super puissance parce que sans ces outils-là, personne n'aurait jamais pu savoir
si des hôpitaux avaient été bombardés et qui était à l'origine de ça. Passionnant. Oui, c'est incroyable. Samia, concrètement, les entreprises qui viennent vous voir au sein du lab SAP aujourd'hui, ils ont comme ça des inquiétudes sur l'avenir. La disruption, c'est quelque chose qui les inquiète, et l'IA pour eux, ça peut être la solution pour évoluer, ou au contraire ne pas être disrupté. Clairement, ils ont plein de craintes, et à juste titre, un peu comme tout le monde, ils viennent nous voir pour les aider à trouver une solution, mais aussi avant pour comprendre. Donc on fait beaucoup d'évangélisation par rapport à l'IA dans notre lab pour leur expliquer énormément de choses. Mais quand ils viennent nous voir aujourd'hui, c'est vraiment, ils ont des problèmes très clairs. Et c'est à la fois lié à la réduction de coûts, parce que c'est une réalité, mais aussi pour la création de valeur. Ça fait 1 an et demi que le lab tourne, on a reçu plus ou moins une quinzaine de clients, on a exploré un peu plus de cas d'usage dans nos travaux en interne, et l'IA aujourd'hui, elle peut vraiment aider à réduire des coûts. Si on pense par exemple dans un monde très industriel, dans les applications de maintenance, aujourd'hui ça coûte énormément cher d'attendre qu'un équipement tombe en panne pour aller le réparer, parce qu'il va être à l'arrêt, ça va être un arrêt de production, chercher la cause, chercher la bonne pièce, etc. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire un peu de la prédiction, essayer de prédire la panne avant même qu'elle arrive, ce qui permet de prendre des actions de prévention et d'atténuer un peu cet impact. Mais aussi, on a aussi des clients qui viennent nous voir, mais pour créer de la valeur. Il y en a qui veulent vraiment créer de nouveaux services qui n'existaient pas avant, ou je donnerai là des exemples un peu en général dans le milieu de la santé. Aujourd'hui, l'IA a de plus en plus d'impact, par exemple dans la détection de cancer de la peau. Aujourd'hui, elle peut permettre de détecter avec un peu plus de fiabilité et un peu plus rapidement, en se basant juste sur une photo, de détecter s'il y a un cancer de la peau ou pas. Donc c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour les médecins, un peu pour les aider vraiment à faire ce diagnostic, ou par exemple utiliser ça pour prévoir le taux d'enfants qui sont susceptibles de quitter l'école. Donc en analysant énormément de statistiques, les profils de ces enfants, les lieux géographiques, un peu leur situation familiale, etc. On peut combiner sur toutes ces données pour essayer de prédire ça et faire les actions nécessaires pour que cet enfant reste et finisse son éducation. C'est très divers et varié. Oui, et ça rejoint un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure à propos de Luc Julia. Il y a pas mal de débats autour du niveau de disruption aujourd'hui que va apporter l'IA. Il y a Laurent Alexandre qui est lui aussi un agitateur du web, c'est le moins qu'on puisse dire, qui annonce par exemple que certains métiers comme les radiologues pourraient disparaître à l'avenir, parce qu'effectivement l'intelligence artificielle pourrait détecter plus facilement et de manière plus efficace certains types de cancers, ou du moins à coup sûr, alors que le Julia lui pense non, il y aura toujours des radiologues, mais ils seront plus dans l'accompagnement que dans le diagnostic. Est-ce que vous êtes assez d'accord avec l'un ou l'autre? Allez, il faut se mouiller pour conclure. Peut-être Claude. Moi, j'ai envie de croire à la version où effectivement on aura encore des gens qui seront justement dans l'accompagnement, dans l'humain, et où on aura su utiliser l'intelligence artificielle pour simplifier des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, pour fiabiliser des choses où on faisait beaucoup d'erreurs. L'exemple là, de diagnostic automatique est très intéressant. Enfin, c'est un très bel exemple. J'espère vraiment que c'est vers là qu'on va aller. Et là, pour moi, on est sur des choix qui sont des choix collectifs et des choix citoyens. En vrai, les deux sont possibles. Ouais, c'est pas la technologie qui choisit. Et voilà, c'est ça. La technologie, en fait, elle est neutre. C'est l'homme qui fait des choses avec la technologie pour le bien ou pour le moins bien, on va dire. Enfin, en tout cas, avec un impact. Donc, pour moi, les enjeux, c'est de remettre ce débat au centre enfin, en faire un débat citoyen, en fait. Jasmine? Oui, complètement. Et pour ajouter à ça, je pense, et reboucler peut-être aussi sur cette journée, on revient en fait au point de départ où qui est-ce qui crée toutes ces technologies de demain? Nous tous. Donc il faut que ça nous représente, enfin que ceux qui créent tout ça soient représentatifs finalement de notre société et de notre population. Et il faut qu'on ait des hommes, il faut qu'on ait des femmes, il faut qu'on ait des blancs, il faut qu'on ait tout le monde. Enfin, sinon, sans ça, oui, bien sûr, on va continuer à créer, ou on va se mettre à créer des technologies qui vont être biaisées, qui vont aller dans une direction et pas prendre en compte la totalité de la population, etc. Claude, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que ce qui est important, c'est le sens. C'est se poser la question, finalement, de quelle société on veut construire, et que ces projets d'intelligence artificielle, quel sens on leur donne, pourquoi faire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, c'est vrai. Benoît, pour conclure. Est-ce que quand on se dit en fait que finalement c'est pas grave parce que ce sont que des machines, c'est l'humain qui décide. La question c'est quel humain décide.
qui décide en fait de ce qu'on va faire de la technologie, de comment elle sera utilisée. On dit qu'effectivement ça permet de prédire. Alors c'est pour la médecine, c'est bien. Est-ce que par exemple, si on prédit aussi qu'on va être en meilleure santé si on prend tel régime, est-ce qu'on peut aussi prédire que finalement tel homme ou telle femme sera bien meilleur compagnon, en tout cas plus sur la durée, etc. Qui on sera pour résister par rapport à ça? Et donc se pose la question du libre arbitre. Et surtout, qui est derrière tout ça? Qui décide? Est-ce que ce sont des hommes? Puisque le monde est pour l'instant en grande partie dirigé par des hommes, et on a vu le bordel que ça a créé. Donc est-ce qu'il faut pas... Donc c'est une vraie question politique de savoir en fait qui est derrière, qui est aux commandes, et ça veut dire finalement beaucoup de transparence, ça veut dire et ça veut dire surtout en parler aussi beaucoup entre nous. Samia, c'est toi qui conclus. Voilà. Non, moi je peux que rejoindre tout ce que mes collègues ont dit. Vraiment aujourd'hui, il faut clairement pas avoir peur de l'IA, mais en même temps il faut vraiment faire en sorte pour que ce soit compréhensible par tout le monde, pour que tout le monde soit conscient de ce que ça peut faire, de ce que ça ne peut pas faire aussi. Parce que, mine de rien, on pose toujours la question « qu'est-ce que c'est que l'IA ?» mais on pose rarement la question « qu'est-ce que n'est pas l'IA ?» ce qui aussi peut apporter beaucoup de crainte et beaucoup de confusion. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de transparence, mais aussi que l'IA ne soit pas juste un débat d'experts. Il faut vraiment, comme on la vit tous les jours, tout le monde aujourd'hui, il l'utilise. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce que c'est, ce que ça peut apporter en toute transparence et que tout le monde ait un choix finalement pour prendre ce qu'on veut et essayer de prendre le meilleur de ce que l'IA peut nous offrir. Alors, il nous reste quelques petites minutes avant la demi, et même un petit peu avant. On a une petite boîte là que nous a mis à disposition en 42. Ça vous permet de parler dedans. C'est un micro magique. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui veulent poser une question? Oui. Alors, je vais vous balancer le cube et on va le passer de rangée en rangée. Voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant votre discussion. Ça va? Oui, c'est très bien. Et puis, il faudra le passer après derrière vous. Mais c'est pas grave. Allez-y. Voilà, ma question... C'est un peu dangereux pour le coronavirus, là, dans le fait de... Non, ça va. On dira que ça ira. D'accord. Bon, on ne peut pas se coller dessus. Voilà. On peut le tenir à distance. Ma question concerne les compétences. Parce que j'ai déjà lu pas mal des articles et aussi il y a des scientifiques qui disent maintenant qu'il faut développer les nouvelles compétences chez les adolescents et les enfants. C'est créativité, la pensée critique et l'empathie. Et ma question, est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider et s'il y a peut-être déjà des programmes qui basés sur le développement de, on peut dire, soft skills chez les adolescents et les enfants. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Merci. Claude, peut-être? Alors, il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là. J'ai pas encore beaucoup d'exemples concrets, mais il y a quand même pas mal de choses dans ce qu'on appelle l'EdTech, la technologie pour l'éducation. Il y en a qui notamment vont utiliser... Enfin, un des grands usages qu'on voit bénéfiques de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage, c'est de pouvoir faire des parcours différenciés. On n'apprend pas tous de la même manière. Il y a des patterns d'apprentissage. Il n'y en a pas un nombre infini, mais il y en a quand même plusieurs. Et donc, pouvoir utiliser des logiciels qui permettent de savoir où en est chaque enfant, et du coup, pour chaque enfant, qu'est-ce qui vaut mieux qu'il travaille, qu'est-ce qui vaut mieux, comment l'accompagner, comment le suivre, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail à un enseignant. Et avoir des logiciels qui l'aident à faire ça peuvent permettre après de pas faire le même cours pour tout le monde, tout simplement. Ça peut permettre aussi, par exemple, dans l'apprentissage de la langue, d'avoir des logiciels qui vont te faire répéter des choses alors que tu n'aurais pas forcément autant de temps avec un prof en chair et en os. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être pensées. On est un peu au début, en fait, d'où moi je reviens toujours sur l'idée. Il faut que les gens qui se préoccupent de transmettre ces compétences aux enfants, la créativité, etc., se posent la question de comment la technologie peut m'aider à bien le faire. La technologie ne va pas résoudre le problème pour moi, mais il y a certainement des endroits où ça peut m'aider à mieux le faire. Ça répond à ta question ? Alors, il y avait une personne qui était au dernier rang là-bas. Si vous pouvez lui passer le micro, s'il vous plaît. Au tout dernier rang, voilà. Et on ne se colle pas trop au micro pour le coronavirus, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Vous avez rapidement parlé du coup du sens à donner aux IA qu'en tant que gens qui travaillent dans la tech on construit. En m'intéressant au sujet et en discutant avec des personnes qui, eux, ne sont pas dedans, j'ai été personnellement confronté à ma naïveté. C'est-à-dire que je prends un exemple concret, on développe des intelligences artificielles pour aider notamment des radiologues à mieux faire leur travail. Et en tant que développeur ou que personne qui travaille dans la tech, on pense que grâce à ces
ces outils, ça leur permettra de mieux faire leur travail. Et il m'a répondu que la réalité, c'était qu'en fait, la charge de travail qu'ils avaient en moins grâce à cette technologie, elle était utilisée par la hiérarchie ou enfin leur chef pour, au contraire, remplir ce temps de travail gagné par une nouvelle charge de travail. Et là où la technologie, ou moi de manière naïve, je voyais ça comme c'est super, ils vont pouvoir prendre le temps de mieux accompagner les patients, etc., de bien faire leur travail, on se retrouve au final avec ce rôle qu'a l'intelligence artificielle de plus en plus, c'est-à-dire tout amplifier, à la fois l'efficacité, mais aussi les défauts de nos structures humaines. Est-ce que vous avez... déjà, est-ce que vous partagez ce constat? Et si oui, est-ce que vous avez des idées ou des pistes pour qu'on puisse éviter ce genre d'effet pervers? Alors, qui veut prendre la défense du MEDEF? Moi, je veux bien répondre rapidement, puis je passerai le micro à quelqu'un d'autre pour pas trop le squatter. En fait, je voudrais juste dire que dans ce cas-là, on n'est pas sur un problème de responsabilité du développeur. On est sur un problème de responsabilité de l'employeur. Enfin, concrètement, justement, là, on est sur un problème humain, en fait. Ça, c'est un peu un travers aussi du solutionnisme technologiquement ambiant, c'est de penser qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes grâce à la technologie. En vrai, la plupart des problèmes, la technologie va aider, mais d'abord, là, on est sur un problème social. Qu'est-ce que je fais faire à mes employés? Qu'est-ce que je leur demande? Pourquoi? Quel est le sens de leur job? Et là, ce sont des questions qui doivent être traitées. Il ne faut pas confondre. Enfin, autant, je pense que chaque développeur devrait avoir conscience, se poser la question si ce qu'il développe fait du bien à l'humanité ou pas. Et autant après, il n'est pas non plus responsable de comment est utilisé le produit s'il n'est pas utilisé correctement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une question de limite de responsabilité. Donc ça veut dire que Mark Zuckerberg n'est pas responsable du gros bordel. Ça veut dire que Mark Zuckerberg n'est pas responsable du gros bordel qu'il a foutu dans les... Non, c'est pas ça que c'est pas ça que je veux dire. Mark Zuckerberg, il est responsable de l'intention qu'il met derrière sa plateforme. Mark Zuckerberg, quand même, il développe une plateforme où il va la rendre la plus addictive possible pour qu'on y passe le plus de temps possible pour vendre ce temps à des entreprises pour de la publicité et du ciblage. Donc Mark Zuckerberg, en ce sens, il est responsable du bordel qu'il fout. Et s'il y a un bordel, généralement, c'est bon pour l'audience. Hein. Il faut aussi le reconnaître. Les médias ont aussi une responsabilité là-dedans. Et après, on est tous responsables aussi du temps qu'on passe sur Facebook. Benoît ? Oui, je crois que toutes ces questions-là nous permettent aussi de nous poser des questions de choix de société. Quand Mark Zuckerberg, par exemple, décide... Alors lui, son entreprise, son objectif, c'est gagner de l'argent. Même si lui, il a beaucoup joué à la civilisation et que son objectif, c'est de créer une sorte d'empire assez étonnant qui franchirait les frontières. Il faut notamment les frontières politiques. Mais quand il fait le choix, par exemple, de dire que la publicité politique peut être mensongère et il a censuré par ailleurs les fake news, mais pas sur la publicité politique, parce que ça lui permet de gagner plus d'argent, c'est un choix qu'il fait. Il pourrait dire, je vais gagner moins d'argent là sur ce coup-là, mais je préfère ne pas perturber les élections. Donc c'est un vrai choix éthique en fait qu'il fait. Et ensuite, sur ce que vous disiez sur la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a alors le système de santé, il est complètement saturé. Donc il y a pas assez de monde en fait. Il y a pas assez d'humains actuellement pour s'en occuper. Il y a pas assez de médecins, il y a pas assez d'infirmières. C'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question de formation. Donc peut-être que là, la technologie, si elle peut permettre de libérer du temps justement disponible pour aller, pas forcément aller en vacances, mais peut-être s'occuper un peu plus des patients et faire un peu plus de relations humaines. Et après, ça nous pose plus largement la question du sens qu'on donne à nos sociétés, quand on sait quand même que toutes les études montrent que ce qui rend les gens plus heureux et en meilleure santé, c'est pas de manger végétarien, c'est pas de faire telle ou telle chose, c'est en fait ou d'acheter plus ou d'être plus riche, c'est les relations sociales, d'être avec les gens qu'on aime, et c'est l'amour. Donc en fait, plus on passera de temps ensemble, entre nous, plus on sera heureux. Donc à quoi doit servir la technologie ? Elle devrait nous servir à nous permettre d'être encore plus ensemble comme on l'est là aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour, mais en tout cas on est, enfin pas encore, mais on est là en tout cas entre nous. Bon, ce sera le mot de la fin parce qu'il y a une autre table ronde qui nous attend juste derrière. Je suis désolé si vous avez d'autres questions. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Et on se donne rendez-vous dans un petit quart d'heure pour une prochaine table ronde on va parler de développement durable.